On a démarré à l'époque, on était très contents, on était une vingtaine, ça c'était avant. Maintenant on est 425. Regarde Sérafi depuis tout à l'heure, trop chic Sérafi, vraiment on dirait le papa et l'enfant. Mais... Aujourd'hui on a lancé les avatars Playboy, assez sympa. On va faire les animations super sympas. Oui, ils sont très très cool. La finance c'est toujours pareil, si la confiance n'est plus là, il n'y a plus rien. Et en l'occurrence, c'était pas géré. Du couple aussi. Juste pour... pas que dans la finance. C'est vrai. Merci de nous ramener les pieds sur terre. Ouais, voilà. Non, mais Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue non pas dans ce podcast mais dans ce talk show. Premier format en présence de super invités en vidéo pour ce premier format et du coup vous l'aurez reconnu dans un magnifique endroit. Donc j'ai autour de la table à ma droite Sérafi, founder de Cohort, Sébastien, founder de The Sandbox, et enfin, mon homonyme, Yacine. Ça veut pas dire que t'es mon préféré, mais passons. Founder, de Kinetics. Bon, comment ça va tout le monde ? Bah, super bien. Voilà, c'était juste la partie intro très sérieuse. Là, on peut y aller. Le but, c'est que tout le monde s'interrompe. C'est une conversation. Le moins je fais de travail, le mieux je me porte. Donc voilà, on reste très, très cordial, évidemment. Moi, j'ai une première question à vous poser, à vous trois d'ailleurs, et vous allez vous trois y passer. C'est quoi votre définition du Web3 ? Et je pose les bases. Xavier Niel a dit, le tonton d'ici, qui a dit d'ailleurs ici, il a dit que c'est un petit mélange de crypto, de blockchain et de NFT. Qui est d'accord, qui est pas d'accord, qui veut peut-être étayer ses propos ? Bah, je dirais que c'est pas complètement mutuellement exclusif ce qu'il a dit, c'est crypto, blockchain, NFT. Pour moi, il y a plein d'overlap là-dedans déjà. Premier point. Mais bon, je vais pas reprendre Xavier Niel là-dessus, non, quand même pas. Non, en revanche, pour moi, il y a le gros truc central, c'est le user own data. Pour moi, c'est le truc principal à la fin du Web3. En tout cas, dans ma compréhension. Et vous avez compris quoi d'autre du Web3 ? Alors moi, le terme principal, plutôt que parler de technologie, c'est vraiment le sens de la décentralisation. Je pense que c'est plutôt une philosophie pour moi, le Web3, de se dire aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des entités qui prennent des choix, typiquement la modération sur des réseaux sociaux, nos datas qui sont détenues quelque part. Et pour moi, la grosse philosophie que partagent la plupart des gens du Web3, et ce qui rend tout le monde enthousiaste par rapport à ça, c'est de se dire, on va pouvoir créer un nouveau monde où les règles du jeu vont être pas décidées par une entité centralisée quelque part dans un coin sombre. En fait, ça va être pris de manière transparente et où tout le monde peut être impliqué dans ces décisions-là. Et donc c'est rebattre les cartes un peu. Exactement, c'est un nouvel ordre mondial en fait. C'est juste ça, les Web3. Ouais, juste ça. Et toi, Seb, t'as quelque chose à ajouter ou pas ? Moi, je vais revenir un peu au principe de base et l'histoire même du web. Donc, le web 1, à la base, c'est vraiment la mise à disposition de l'information en ligne. Avec finalement personne ne contribue à l'information, et donc il y a juste des sites web qui la diffusent. Le web 2 c'est un peu, on appelle ça le web participatif, où l'idée où l'utilisateur commence à contribuer au contenu des sites qui deviennent beaucoup plus dynamiques. Mais le web 2 dans ses phases de maturité a aussi donné lieu à des dérives que l'on connaît, avec une exploitation des données où finalement l'utilisateur sous couvert de la gratuité de l'accès aux produits ou aux services est devenu lui-même le produit monétisé par le biais de la collecte de l'information pour lui servir notamment de la publicité, entre autres. Et le Web3, en fait, c'est une reprise de pouvoir par les utilisateurs. C'est une approche à nouveau user-centric et community-driven de l'Internet, où on souhaite que l'utilisateur possède, à partir d'un wallet, qui est le point d'entrée, qui va devenir leur login d'accès vers les services, les produits notamment, vers le contrôle de leurs données, le contrôle de l'information qui peut être utilisée ou pas par ces différents services, et du coup surtout le fait que cette information, ils la transportent avec eux d'un service à un autre. Donc elle ne reste plus cloisonnée en silo sur une plateforme notamment. L'utilisateur redevient libre, et derrière ça va permettre de donner naissance à tout un écosystème qui va pouvoir construire des briques au fur et à mesure, où finalement c'est l'utilisateur, encore une fois, qui est au centre de la proposition de valeur. Donc j'ai envie de dire que chacune de vos boîtes, je dirais que c'est user-centric pour vous. C'est pour ça que vous avez mis une brique Web3 dedans.
Clairement, je pense que c'est un peu ce qu'on peut retrouver dans nos 3 définitions. Le postulat de départ, c'est l'utilisateur qui reprenne le pouvoir sur leur data. Après, comment le Web3 va se manifester, pour rebondir un peu sur la définition qu'a donnée Xavier Niel, ça peut se manifester sous la forme de NFT, mais pas que. À la base, ça utilise surtout pour l'instant aujourd'hui une technologie qui est la blockchain, qui est à ce jour la seule technologie pour simplifier, de base de données publique, transparente, certifiée, qui permet de garantir du coup que les informations qui sont stockées dessus ne peuvent pas être modifiées par une seule partie, mais il faut que la majorité des acteurs dans un réseau votent pour inscrire une information dessus, et ça va apporter, notamment par le biais de la tokenisation des assets, les NFT, la possibilité que tout type de contenu digital se retrouve sur cette blockchain et on puisse y apporter la preuve de l'origine, donc qui est le créateur, la preuve de la possession, qui dans l'historique à qui appartient cet asset, et derrière aussi une certaine valeur, puisqu'on va pouvoir enfin créer de la rareté numérique qui définit derrière qu'on ne peut pas retrouver un certain nombre de ce même asset copié multiples fois. Mais et après, donc c'est parfait parce que non mais il y a l'aspect valeur. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais juste une mini question. La blockchain, c'est quoi? C'est le point d'ancrage de tout ce qui est dans la Web3. C'est l'infrastructure de base, en fait. Sans blockchain, il n'y a pas tout ce dont on parle aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas cet Internet décentralisé où on peut vraiment imaginer que la valeur voyage sur le net, en étant sûr qu'il n'y ait pas de copie, de forge et. Mais depuis quand on parle de la blockchain, versus Web3? Est-ce qu'on a mis un mot après? Ouais, totalement. Okay. Moi, de mon temps, quand j'ai commencé, c'était en aucun cas le Web3. Quel âge as-tu? C'est rapide. 150 ans. C'est rapide, on va parler. Non, mais c'est vrai, tu vois, moi, je suis arrivée Il y a 4 ans, on était pionniers déjà, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois, qu'on est arrivé pour moi, le Web3, ça a quoi, 2 ans max? Non, tu vois, ce terme. 4 ans, tu vois. Non, on parle de moi, je trouve que, tu vois, quand j'étais dans ma boîte précédente, en 2018, c'était la blockchain, quoi. Et encore, ce mot était encore, tu vois, un peu un concept fou, quoi. Mais c'est ce qui est intéressant, je trouve, parce qu'on est passé de l'approche dont on parle de la technologie à l'ère d'Internet qui est en train d'être une nouvelle ère. Donc ça montre qu'on a passé un cap, je pense. Ouais, énorme. Et je pense qu'on aura passé le cap quand on parlera plus, en fait, ni de Web3, ni de... Enfin, on sera... moi, j'attends le moment où on parle de c'est clair. À travers... En fait, à partir du moment où même l'usage devient prédominant, je suis dans le métavers, j'utilise mon contenu, je peux le vendre. Finalement, t'as même plus besoin de parler du support technologique sous-jacent. C'est là où ça a été complètement intégré. Un peu comme toute innovation technologique, il y a eu cette phase, on est encore un peu dans cette phase avec les early adopters où là j'ai mon lecteur MP3, mais c'est quoi le MP3, etc. Et c'était assez jusqu'à un jour est arrivé, je stream la musique dans le cloud et point barre, quoi. Ouais. Donc en gros, tu pars d'une tech. On est là quand même, non? Oui, tu pars d'une tech. En fait, en fonction des use cases qui vont se définir, c'est là où on met un gros mot et c'est le tapis sous lequel on met tous les use cases, quoi. Il y a besoin du marketing d'idées pour pouvoir promouvoir, en fait, le concept même de ce que c'est. Okay. Comme le metaverse, ça existait avant que Meta nous mette le mot dessus. Mais ça a popularisé, ça a créé énorme débat de ce que c'est, de créer on parle tous maintenant, c'est quoi la définition du metaverse, comment on peut y accéder. Donc, c'est du marketing d'idées qui est essentiel, en fait, à l'adoption en masse d'une technologie puis d'un usage par tout le monde, en fait. Mais on a passé la phase des early adopters, on y est encore, selon vous? Pour moi, on y est encore, la phase des early adopters. Et c'est ça le problème, je lisais un article hyper intéressant, c'est aujourd'hui, en fait, quand on est dans un monde où tout avance super vite, entre le moment où on a entendu parler dans les années 80, des premières bribes d'internet, et au moment où en fait il y a eu réellement la chose, il y a plusieurs années qui se sont passées. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les médias vont parler du Web3. Le lendemain, il y a juste une faille ou un truc. En fait, c'est bon, le Web3 est mort. Enfin, on s'emballe tout de suite très très vite, alors que la technologie, elle est pas tout à fait mature. Elle a besoin d'énormément de technologies au-delà du Web3. Enfin, quand je parle du metaverse plus globalement, il y a énormément de technologies qui soutiennent ça. Et aujourd'hui, on est au tout début. Et pour que toute l'expérience soit hyper fluide et qu'il y ait des cas d'usage qui soient développés, que partagés par tout le monde et que les gens soient dessus, ça prend du temps. Et
Et c'est pour ça que il y a une hype puis une déhype tous les 2 jours, quoi. J'allais dire, je sais pas si le but de l'épisode c'est de enfin pouvoir répondre à cette question, est-ce que le Web3 est une hype ou pas. Je pense qu'il y a plusieurs nuances, vous allez me dire. Et d'ailleurs, on parlait donc de valeurs, de sécurité. Je peux le montrer, alors sans vous montrer à vous. Donc voilà, mais ce sont des cartes. Donc c'est la dernière partie de notre épisode. Je vous laisserai choisir et on va parler de sujets plus ou moins piquants, disons. Okay. Parce qu'en ce moment, c'est plutôt... Attends, le qu'est-ce qu'on a signé pour c'est clair, on est impatient. Dans la tête, je vous enverrai l'épisode avant. Ne retourne pas ces cartes. On est en tunnel depuis tout à l'heure à parler de la Web3, mais vous voulez peut-être nous parler de vos boîtes respectives, et aussi ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi la manière dont vous les avez créées. Je crois pouvoir dire que vous avez, en tout cas, businessment parlant, des âges différents en termes d'entrepreneurs pour votre boîte, je vais y arriver, et surtout la manière dont vous l'avez créée. Voilà. Je te laisse commencer. Honneur aux dames. Ok, j'y vais. Donc effectivement, moi je suis fondatrice de Cohort. C'est une solution d'engagement digital et d'e-commerce Web3. En fait, l'idée, c'est d'aider les marques à créer des produits physiques. Et nous, on essaie de leur donner une existence digitale pour que eux-mêmes donnent accès à des services et des expériences. Ok, donc l'idée, c'est d'augmenter en fait un produit physique d'une gamme d'expériences et de services en ligne ou pas. Et le NFT permet de faire ça de manière très élégante et simple. J'ai fondé la boîte avec Nathan, mon associé, et eFounders, qui nous a accompagnés depuis le début. Ça fait depuis mars, donc 8 mois maintenant. Founder Startup Studio. Exactement. Je te laisse présenter, même si l'épisode a été eFounders publié Startup ce matin. Studio, pardon. Et effectivement, t'as reçu Thibaut. Et donc nous, on bosse avec Three Founders, qui est un peu le rejeton Web3 d'eFounders. Et on est leur première boîte Web3, donc ils se sont fait les dents sur nous. L'OVNI, quoi. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé. Non, c'est une super bonne expérience. Et effectivement, eux, ils se présentent un peu comme des cofondateurs. Donc les 6 premiers mois, on les fait ensemble. Et après, c'est chacun vogue vers des cieux différents, en fait. Si on s'arrête là-dessus 2 secondes, je crois que je t'avais posé la question, mais après on a parlé d'autres choses en off, je veux dire. C'est quoi la fréquence des échanges que tu vas avoir aujourd'hui avec eFounders ou Exa en général, qui est la boîte mère aujourd'hui des ça dépend vraiment de ta relation que t'as. C'est un truc personnel, en fait. C'est les relations que t'as fondées pendant ton temps dans le studio avec les gens. Moi, je suis hyper proche de Florent, qui est qui est le lead de Three Founders. Je m'entends très bien avec Thibaut, avec plein de gens dans la bande. Donc ouais, a priori très proche. Ok, mais en fait, il y a rien de normé, c'est-à-dire que c'est plus des ça c'est eFounders, hein, c'est très tu en fais ce que tu veux en fait, et c'est positif. Tu peux faire une relation qui te ressemble en tant que CEO de ta boîte, et c'est très flexible. Si vous avez envie d'en savoir plus, écoutez l'épisode 74 du podcast publié ce matin. Et juste pour terminer, avant de passer à Seb et Yacine, ça fait très bizarre de dire Yacine. Ouais, vous êtes combien? Et on est une petite équipe, hein. On est, voilà, ça c'est un sujet qui est ongoing, des bonnes nouvelles bientôt, et on est 7. publié en janvier, hein, si tu veux faire une annonce. Ok, bon, si c'est publié en janvier, la vie est belle. Donc ouais, effectivement, potentiellement des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. Okay. On est 7 aujourd'hui, on est une toute petite équipe et on a la vélocité maximale, c'est le bonheur en ce moment, hein. Les ennuis arrivent, sont devant nous, et effectivement, on a shippé notre produit, on a nos premiers clients, ouais, c'est la lune de miel. Donc moins d'1 an, et à côté un peu plus de 10 ans dans le Web3 qui n'existait pas, en tout cas qu'on brandait pas pareil. 10 ans effectivement dans le mobile gaming. Ouais. J'ai cofondé ce premier studio de jeux vidéo mobile free-to-play en 2011 avec mon associé Arthur Madrid. Qu'on salue évidemment. Bien sûr. Et de là, on a attaqué assez tôt avec un petit jeu au début qui payait pas de mine, mais qui voulait utiliser les nouvelles technologies. Et donc à l'époque, c'était les smartphones, iOS, iPhone et Android, hein, okay. Et utiliser le touchscreen pour offrir des nouvelles expériences de jeu. Et c'est la première expérience qu'on a voulu, c'est de permettre à quiconque de devenir un créateur, juste du toucher du doigt. Et ça a été rapidement un franc succès. En fait, les gens ont adoré juste du toucher du doigt, un peu comme un magicien, faire apparaître des pixels de différents éléments de la table périodique, ou après au fur et à mesure des personnages, des ports, des plateformes, des ennemis, etc. Et créer des mini-jeux en 2D qu'ils ont partagé dans une galerie en ligne. Fort de ce succès, le jeu a eu plus de 40 millions de téléchargements en 8 ans de vie et plus de 70 millions de créations par les joueurs.
Donc, quand même un chiffre assez important. Quand tu dis création, c'est-à-dire que les joueurs se retrouvent sur le jeu. C'est ça. Comment ils créent leur jeu? Tout simplement, du toucher du doigt. En fait, ils placent avec un effet drag and drop des petits personnages. Ils dropent des pixels d'eau sur de la terre. Ils mettent une graine, ça faisait pousser un arbre. Ensuite, ils prenaient l'élément feu sur l'arbre et ça brûlait l'arbre. Ça faisait du carbone. Ça faisait un cycle assez intéressant. Donc, on s'amusait pas mal avec ça. On s'amuse. C'était le principe, un sandbox à portée de main sur un téléphone. Et surtout, ça nous a permis de découvrir la puissance du user-generated content derrière, le contenu fait par les utilisateurs, et de voir en fait tout le talent de ces créateurs de par le monde, puisqu'ils se sont mis à faire bien plus que de brûler des arbres virtuels ou autres. Ils ont créé des œuvres d'art incroyables, des jeux super complexes, dignes des meilleurs jeux qu'on pouvait trouver sur mobile à l'époque, etc. Et donc c'est le même principe que j'ai plus le nom. C'est un Minecraft. Oui, exactement. Donc là où tu pouvais mettre tes pixels et comparé à ça à l'époque, le Minecraft 2D. On a bâti le succès du studio vraiment sur ce jeu mobile sandbox. Et au fur et à mesure est un petit peu venu aussi une certaine frustration. C'est-à-dire d'un côté, il y avait le succès le revenu que ça nous amenait, le contenu des utilisateurs, l'engouement de la communauté, et être vraiment proche de ses créateurs. Mais de l'autre, se rendre compte, après 1 an, 2 ans, on établit des relations avec les créateurs et puis on les voit partir. Et on se dit, mais pourquoi? Alors qu'on les met en avant, tout leur contenu, ils ont un super profil, des milliers de likes et tout ce qui va avec. Et en fait, il manquait la composante un peu monétisation, partage de revenus vers les créateurs. Donc on peut vivre de sa passion, mais pas que. Donc il y a aussi vivre, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, il fallait aussi apporter un petit peu une dimension partage de revenus, et sur les plateformes mobiles, on pouvait pas faire ça, on pouvait pas partager, renvoyer une partie du revenu, des achats intégrés notamment, etc. Okay. Donc on a creusé, on a cherché des solutions à la mano, comment on va retrouver l'email des personnes pour leur proposer d'envoyer qu'ils nous fassent des factures pour qu'on envoie des paiements, c'est juste pas gérable quoi, au-delà de quelques dizaines, voire une centaine de créateurs. Et en 2017, parce que on est toujours été dans le milieu des nouvelles technologies, j'ai toujours été un geek, un early adopter, acheté chaque console le premier jour, chaque nouvelle techno me creusait dedans. Okay. Et j'ai découvert la blockchain. Et au début, donc c'était vraiment juste le Bitcoin, le protocole du proof of work, le mining, etc. Okay. Après, ça a été les premiers usages en dehors des crypto-monnaies. Et donc notamment les premiers jeux qui utilisaient la blockchain, dont un jeu qui s'appelait CryptoKitties. Et CryptoKitties, c'est souvent utilisé un peu comme c'était un des pionniers du jeu, c'est un peu celui qui a donné naissance à cet écosystème derrière. La particularité de ce jeu, c'était en fait, il était, j'ai pas envie de dire, il était pas incroyable du tout, mais en fait, c'était très simple comme concept. On élève des petits chats virtuels, mais il y a 2 choses qui étaient assez incroyables et qu'on s'est rendu compte. La première, c'est qu'en fait, on achetait les chats virtuels à d'autres joueurs et pas aux développeurs. Et ça, c'est un concept, quand on est dans le jeu vidéo, c'est complètement novateur. C'est un marché secondaire, en fait. Exactement. Et ce marché secondaire, en fait, il n'était pas dans le jeu même, il était sur une sorte d'eBay des assets numériques qui s'appelle OpenSea. Donc en fait, le jeu envoyait les utilisateurs acheter les assets à d'autres joueurs sur OpenSea. Et ça a été la révélation. Ça permet de créer ton NFT. Exactement. L'état brique, c'est si au lieu de permettre à quiconque de créer son jeu, on permet à quiconque de créer son NFT, et qu'il soit pas juste un chat virtuel, mais ça peut être des contenus, des avatars, des expériences complètes. Et cette technologie, les NFT, ça permet de monétiser librement sur les marketplaces en dehors du jeu. On aurait peut-être résolu notre problème de monétisation des créateurs. Et donc du coup, on s'est mis à plat, on a reconstruit Sandbox, cette fois en 3D, multijoueur, et sur la base de cette technologie, avec cette idée, on veut que la valeur qui est apportée par les créateurs, qui contribue à la vie et au succès de la plateforme, retourne avant tout aux créateurs. Et ça, c'est l'origine de Sandbox, c'est ce sur quoi on travaille depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc un jeu vidéo dans lequel tu as la possibilité de créer tes NFT, de te rémunérer là-dessus en les revendant. Désormais, c'est devenu une plateforme complète. Il y a les outils de création, la map, la marketplace, les contenus, les expériences. Donc marketplace pour les NFT, tu dis la map, c'est la partie... Alors la map, c'est parce qu'on est un monde virtuel. Et dans un monde virtuel, la manière dont on navigue avec... alors là, on n'est pas trop rentré dans la définition du métaverse. Qu'est-ce qui différencie ça d'une simple galerie de jeux? Pour nous, le métaverse, c'est avant tout... avatar-centrique, on dit, donc on utilise belle intro nouvelle, à Yacine. Belle passe B. La balle sur plein de personnages
cet avatar 3D qui devient notre représentation virtuelle, qui va faire plein de choses, dont bouger, danser. On va parler bientôt. Pour s'exprimer, et on utilise cet avatar pour passer d'un monde virtuel à un autre. Et pour passer d'un monde virtuel à un autre, c'est mieux d'avoir une carte sur laquelle en fait les expériences qui sont juxtaposées d'un terrain à un autre, il y a une continuité spatiale dans la découverte et l'exploration. Très clair. Et avant de passer à toi, Yacine, juste tu peux nous expliquer, nous donner 2-3 chiffres qu'on se rende compte. Je vais pas les donner pour toi, mais on les connaît. On a publié récemment les derniers chiffres de Sandbox. On essaie d'être super transparent avec la communauté sur tout ce qui se passe. Donc là, on vient de passer les 4,3 millions d'utilisateurs avec un wallet. Pour donner un ordre d'idée, sur OpenSea, il y a à peu près 3 millions d'utilisateurs avec un wallet. C'est pas mal. Et sur Meta on est loin, Meta, ils ont 2 ou 3 milliards d'utilisateurs encore, donc il y a un peu de progrès. Non, mais Meta, partie multiverse, ou Metaverse, je veux dire. Bon, on en reparlera après, mais je crois pas que ça soit aussi beau, les chiffres. Donc nous, on a eu 40 000 utilisateurs par jour en moyenne récemment, lorsqu'on a lancé un événement qui s'appelle l'Alpha Season 3. Et certaines de ces expériences ont eu entre 500 000, le top 10 ont eu entre 500 000 et 1 million de visiteurs, et au total 17 millions de visites. Donc on a prouvé qu'il y a du trafic, il y a de l'activité, il y a de la vie, on s'amuse, on s'éclate bien dans le métaverse, il se passe tout un tas de trucs. Il faut juste pour le voir, il faut créer un avatar et qui coûte rien, totalement gratuit, pas de blockchain, pas d'NFT, et aller s'amuser avec les autres. Donc voilà, ça c'est le petit message. C'est comment dire, la vitrine a l'air très belle et très simple, mais sous le capot, combien il y a eu de levées, qui sont les personnes qui sont derrière, alors Sandbox, plusieurs centaines. Alors nous aussi on a démarré à l'époque, on était très contents, on n'était qu'une vingtaine, en mode un petit studio de jeux vidéo. Ça c'était avant. Maintenant on est 425 regarde, c'est Rafi depuis tout à l'heure. Profite, c'est Rafi. Vraiment, on dirait le papa et l'enfant. Mais... non, mais je suis consciente du truc. Et profite. Donc c'est pas la même chose en tant qu'entrepreneur. Moi aussi j'ai surtout fait des boîtes à 20-30 personnes auparavant. Donc là j'apprends à gérer 425 personnes sur 10 bureaux dans le monde. En France c'est à peu près 65. Mais on est à Los Angeles, Montréal, Tokyo, Séoul, avec différentes équipes qui contribuent à créer les différentes briques de ce qui est Sandbox. Et on a levé en série B en novembre 2021 $93 millions. Et là, on avance très activement sur notre série C. Il a été dit, mais c'est vrai ou pas? Apparemment, une levée de 400 millions il y a quelques mois. Alors boîte Valo à plus de 4 milliards. Ça n'a pas été... Non, c'était une fausse information. Bien relayée. La réalité, c'est pas validé sur la blockchain. Exactement. Toutes les valorisations, le début de l'année et la fin de l'année ont été un petit peu corrigées pour toutes les boîtes, pas que dans la blockchain, mais dans la tech aussi. Donc, je pense que ce qu'on annoncera sera, à mon avis, beaucoup plus aligné avec la réalité d'un marché et la croissance Sandbox. Après, moi, je peux me permettre de poser des questions. Je m'appelle Yacine aussi. il y a eu énormément de ventes de land aussi qui permet au financement. Je pense qu'il faut en parler. Je veux dire, dans le Web3, le financement ne se passe pas uniquement par les fonds. Donc, on va revenir sur un talk Web3. Donc, du coup, les modes de financement Web3 sont aussi différents. Et je pense que Sandbox, c'est un bon exemple. Je sais pas combien de millions qui ont été levés. Alors, nous, on a levé ou investi. Dans Sandbox, on a aussi le Sand, qui est la monnaie, la crypto-monnaie qui est l'utility token de la plateforme. La market cap du Sand, elle doit frôler les 1,3 milliards actuellement. Donc c'est une crypto-monnaie dans le top 40 des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'elle a une utilité concrète sur la plateforme, notamment acheter des lands, acheter des avatars, participer à la gouvernance de la plateforme, staker, etc. On a donc cette carte virtuelle dont je te parlais, cette map, elle détient 166 464 terrains au total, chaque terrain étant aussi un token sur une blockchain. À peu près. Exactement. La valorisation de cette carte aussi a dépassé les 1 milliard. On a vendu... alors en 2021, il y a eu un peu plus de 500 millions d'échanges entre terrains virtuels, toutes plateformes confondues, et Sandbox en représentait 60%. En 2022, faut que je regarde, mais il n'y a pas eu beaucoup de plateformes nouvelles qui sont lancées, donc on doit représenter une part encore plus importante du marché.
Là, on vient de terminer California Dreamin', une lancelle assez intéressante qui s'est sold out complètement. On continue à vendre des collections d'avatars. Aujourd'hui, on a lancé les avatars Playboy, assez sympa. On va faire les animations super sympas. Oui, ils sont très très cool. Pareil, là, on a vendu 50% en 2 heures. On rigole, mais les gens comprennent pas. Mais... on va rentrer dans le vif du sujet. Mais Sandbox est un monde très cosmopolite avec différentes collections d'avatars qui sont soit créées par des marques, soit même tout l'univers Web3. Donc ça, c'est aussi l'idée. Finalement, on rentre et on vient comme on veut dans Sandbox avec sa collection de NFT favorite. C'est très cool. Bah, explique-nous pourquoi il y aura des mouvements sympas avec Kinetics. Alors, c'est toi qui voulais parler. Je dois rebondir sur plein de sujets. Du coup, peut-être pour prendre du coup la suite, nous Kinetics, on est une plateforme, outil de création pour les utilisateurs. Parce que notre vision du user-generated content dont parlait Sébastien va encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision actuelle du monde et des jeux vidéo qui ont été développés, les jeux ouverts, notamment Roblox, Zepeto, où les utilisateurs peuvent créer du contenu, mais c'est souvent ce qu'on appelle une typologie de créateurs, qui sont une catégorie spécifique d'utilisateurs, vont utiliser des outils pour pouvoir créer leur avatar, créer leurs habits et pouvoir les échanger avec d'autres personnes. Nous, on pense que dans 10 ans, ça va aller encore plus loin et que tout le monde va être créateur en fait. Comme aujourd'hui, on l'a sur TikTok, tout le monde peut créer sa vidéo, ou sur Instagram, on est tous créateurs. Parce que les outils pour faire de la photo et de la vidéo sont simplifiés, sont accessibles à tous. Dans la 3D, aujourd'hui, ça reste réservé à des professionnels ou à des créateurs qui sont quand même assez aguerris. Donc, ils vont utiliser, par exemple, VoxEdit sur Sandbox pour pouvoir créer des choses. Nous, on va être la nouvelle génération d'outils qui va permettre même aux gamers, aux joueurs, de pouvoir créer leur propre contenu via des technologies liées à l'intelligence artificielle. Donc, le concept, c'est de passer de la 2D à la 3D. Le concept, c'est de donner des outils pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer. Dans la 2D, c'est déjà le cas, et on voit aujourd'hui avec l'explosion des IA génératives, notamment avec Stable Diffusion, etc., que la qualité de création est en train d'exploser, et que n'importe qui, avec une prompt, donc avec une ligne de texte, peut créer du contenu 2D aujourd'hui. Et ça va être le cas sur du contenu 3D, et ça arrive à très très grande vitesse. Et nous, justement, avec mon associé, on s'est connus au sein d'Entrepreneur First, il y a à peu près 2 ans et demi. Lui, il vient du milieu de la recherche, c'est un chercheur en IA appliqué à la 3D. Et à l'époque, on se disait, mais en fait, la révolution qu'il y a eu dans l'image, dans la vidéo, ça va arriver dans la 3D. On va commencer par le plus complexe, qui est l'animation 3D, qui est réservé à des professionnels. Et nous, on a utilisé des technologies d'IA pour permettre à n'importe qui de pouvoir créer de l'animation. Et pourquoi de l'animation ? Parce que c'est sur notre matrice complexité de création et bénéfice pour l'utilisateur, on s'est dit que c'est le plus important. L'avatar, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur des solutions d'avatar, qui est la base de notre identité dans les mondes virtuels. Alors tu peux quand même bien nous expliquer la diff entre animation et avatar. Exactement. Alors avatar, c'est à quoi je ressemble. Du coup, on voit tout ce que c'est qu'un avatar. Ça va être un personnage. Je pense le moment où on va faire un super montage. Avec on va mettre solution un petit avatar. Exactement. J'ai une super vidéo de Sébastien en train de danser. On peut la mettre aussi, nickel. Et du coup, l'avatar, c'est la base de notre identité, donc à quoi on ressemble. Ouais. Et après, il y a les animations, donc comment on bouge et comment on s'exprime, comment on danse, comment on interagit avec autrui. Donc nous, notre solution, elle est sur ce deuxième typologie d'asset qui est l'animation, et qu'on va rendre accessible à tous à travers notre plateforme. Donc d'un côté, on a une plateforme de création en no-code qui, à partir d'une vidéo par exemple, moi je filme une danse ou je prends une danse d'une vidéo sur TikTok et je peux transformer ma danse en animation 3D en quelques clics grâce à notre IA. Mais on a aussi développé plein de nouvelles solutions d'IA qui permettent de mettre 3 animations l'une au bout de l'autre et de pouvoir créer une nouvelle animation à partir de ça, de pouvoir mélanger différentes animations, d'appliquer des filtres, de rendre une animation plus vieille, plus jeune, et ensuite de pouvoir soit sauvegarder cet asset virtuel sous forme d'un digital collectible, donc le transformer, le minter et le mettre sur la blockchain. Wow. Soit En vrai, j'ai compris, mais alors là, t'es pas gentil là, Yacine. Soit on peut choisir, on a un asset virtuel qui est créé, soit on peut le tokeniser et le transformer en NFT, soit on peut choisir de le laisser en asset virtuel qui va pouvoir être ensuite être réutilisé dans des jeux vidéo et dans des metaverses Web 2 ou Web 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur un sujet, donc si on parle de Web 3, d'interopérabilité. Et l'animation, c'est un
bel exemple en fait, parce que l'animation qu'on crée va être utilisable sur n'importe quel type de plateforme. Donc on peut être utilisé on va créer une animation sur Kinetics, on pourra bientôt l'utiliser sur Sandbox, on pourra l'utiliser on peut déjà l'utiliser sur Roblox, sur Zepeto et sur plein d'autres mondes virtuels. Cohort peut-être, je ne sais pas. Non, pas sur Cohort. Non. Il y a deux choses que je voulais ajouter. D'abord, c'est la proposition de valeur de Kinetics, c'est super complémentaire avec cette idée qu'on veut rendre la création accessible à tous. Ça a été vraiment le postulat de départ dans Sandbox avec on parlait de VoxEdit qui est un de nos éditeurs 3D, on a aussi le Game Maker qui est no code. L'idée c'est que finalement tout le monde doit pouvoir être un créateur sans avoir à apprendre des nouvelles compétences autant que possible, donc juste par du drag and drop ou par le biais du voxel comme une sorte de Lego numérique où on assemble des briques ou des pixels où on les repeint juste et derrière ça fait des contenus assez originaux créés et qui vont être animés. Là où la solution Kinetics elle a un vrai plus, une valeur ajoutée, c'est la force de ce qu'on veut créer dans ces expériences dans le métaverse, c'est l'émotion avant tout et l'expression. Et donc l'expression, elle va passer par où ? Elle va passer par finalement notre représentation virtuelle, ce personnage, et comment en fait il bouge, comment il salue les autres personnes, comment, imaginons, si on regarde un peu l'évolution du langage, souvent, avant on écrivait des mots pour exprimer des sentiments et des messages. Après, on est passé par les autres contenus, l'audio, la vidéo, les emojis. Ouais, et désormais, on pense que l'emote ou l'animation, ça va devenir le moyen d'expression du futur. Où finalement, comment deux avatars se tapent dans la main, font une petite danse pour exprimer une victoire, un sentiment de joie, une chorégraphie de groupe, etc. C'est super bien pour moi, ça. Non, mais tout est dans la qualité de l'expérience. Et en fait, c'est à partir du moment où on aura atteint ce niveau de qualité, à la fois dans le contenu des mondes, mais aussi dans le mouvement des personnages et ce qu'on va pouvoir faire ensemble, que je pense qu'on va rentrer dans cette phase c'est ça le mainstream. Je peux donner un exemple, je pense qu'il va parler à tout le monde autour de la table. Non, je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde autour de la table. Quand on pense à notre enfance, qu'est-ce qui vous évoquait de manière assez intuitive? 1998 Coupe du Monde. Ok, bon, moi c'est plutôt les dessins animés, c'est plutôt Pixar ou Disney. Fallait me briefer avant. On a tous été bercés par les dessins animés, par Disney, etc. Et en fait, c'est parce que ces personnages vont transmettre énormément d'émotions. Et c'est la qualité d'animation qui va pouvoir créer des histoires, créer de l'interaction. Et dans ces mondes virtuels, on va avoir une représentation. Il y a deux façons. Pour moi, il y a deux façons de voir ces animations. Il y a d'un côté aller dans la fantaisie, pouvoir créer des choses super, faire des mouvements qu'on n'aurait pas pu faire dans la vie réelle et raconter des histoires qu'on veut raconter ou s'exprimer comme on voudrait s'exprimer. Okay. Et il y a une deuxième partie qui fait un petit peu un pont avec votre solution, c'est créer un lien entre le monde physique et le monde virtuel. Et nous, on travaille sur des solutions typiquement aujourd'hui qui vont arriver dans le futur, qui vont permettre de prendre... Tease-nous, hein. On lance une feature l'année prochaine qui va pouvoir en fait activer sa caméra et pouvoir driver son avatar en temps réel dans les mondes virtuels. Ce qui va ouvrir plein de cas d'usage, notamment créer le zoom du metaverse, créer une conférence où je peux m'exprimer, où je peux bouger mes mains, où je peux créer de la pédagogie, pouvoir sous-tendre le langage des signes pour pouvoir s'exprimer. Il y a énormément de cas d'usage qui sont permis par des technologies aujourd'hui dans l'animation, mais on peut parler au sens plus large de la création, que ce soit en 2D ou en 3D, qui est rendu possible aujourd'hui grâce aux technologies qui se développent. Et nous, on est une des boîtes qui est leader sur la partie 3D et sur l'animation en particulier. Je reprends juste un truc, mais très clair. Vous parlez beaucoup d'émotions. Et en plus, ça va parfaitement introduire. Enfin, on peut continuer sur Cohort. Enfin, vous pouvez aussi en parler si vous voulez. Mais est-ce que cette techno nous permet à nous aujourd'hui user en fait c'est un set de data nouveau qui s'offre à à des business qui vont pouvoir mieux adresser leurs customers, leurs clients, leurs utilisateurs. Ouais, mais en fait je trouve qu'il y a deux trucs assez amusants. Parce qu'on parle de réalistique versus aussi métaverse, mais donc moi je trouve ce qui est assez amusant en ce moment, c'est qu'on a deux trucs qui se télescopent. C'est les clients qui vous disent, les clients des marques ou des business qui disent arrêtez de me piller mes données, c'est les miennes, je veux pas qu'on les utilise. Ouais. Et en même temps, je veux des expériences hyper personnalisées qui me parlent exactement à moi, je suis qui je suis. Et ça, c'est hyper dur pour nous. On parle avec beaucoup de marques et des retailers qui galèrent un peu avec ça. Parce qu'ils sont, il y a la fin, pour moi, il y a toute une vague de technologies hyper peu privacy friendly qui est en train de lentement décroître.
qui est hyper challengé par la RGPD, tous ces trucs-là. Et je suis en même temps ces clients qui disent mais je veux de l'expérience de marque, je veux un produit qui me ressemble, je veux que tu me considères comme un segment, le segment of one. Et donc c'est deux trucs qui se télescopent beaucoup. Moi je trouve que le Web3 ouvre des nouvelles solutions aussi pour les marques, les retail, les business qui veulent parler à leurs clients, les engager de manière hyper personnalisée et d'une manière qui est hyper privacy friendly. Mais j'allais dire t'es pas obligé de own de posséder la donnée. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que own la data. Own la data. Ouais, non, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait t'es pas obligé de t'es pas obligé de savoir que je suis Séraphie, que j'habite à Paris, etc. pour me proposer un truc qui va me ressembler. Et avec le Web3, avec les NFT, surtout qui sont un super outil, je trouve, tu vas pouvoir déclarer ce que tu as, ce que t'aimes, mais sans déclarer qui tu es intrinsèquement et sans qu'on pille tes données. Et ça, ce switch-là, c'est ça la grosse révolution pour moi, qui va vraiment réinventer l'engagement client et offrir de nouveaux canaux entiers et qui sont complètement vierges. En fait, là, on remet les compteurs à zéro pour les marques et les retailers. Et tout le monde est au même, tu vois, sur la ligne de départ. On est au même niveau. Et il y a ceux qui vont y aller et il y a ceux qui vont attendre, comme toujours. Je pense, je vais compléter un peu ce que tu dis, c'est ce qui est, enfin, on est à la ligne zéro à la fois des data et ce qu'on sait sur l'utilisateur, mais aussi pour moi sur comment on fait du marketing. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on crée un billboard, enfin, il y a eu le billboard, on fait un billboard, on met une pub et les gens vont passer dedans, ils vont la voir. Aujourd'hui, pour moi, la 3D offre la possibilité de créer des expériences et on est à la croisée du chemin où le jeu vidéo a tellement explosé que ça crée en fait le in-game, de vente in-game et devient un marché énorme et même pour les marques qui le comprennent parce qu'elles attendent pas le métavers, elles sont déjà sur Roblox, elles sont déjà sur là où sont les audiences aujourd'hui. Et le futur du marketing pour moi il est expérientiel, c'est-à-dire qu'il va passer dans la construction d'expériences interactives avec les utilisateurs finaux et c'est ça je pense que c'est assez lié avec ouais, totalement. Pour avoir les use cases vas-y Seb, excuse-moi. En fait t'as deux mouvements. Alors t'as clairement en fait les marques au fur et à mesure qu'elles ont voulu construire des audiences et de la relation client, du CRM par le biais des plateformes web 2.0. Ouais. Au fur et à mesure, elles ont perdu le lien avec les utilisateurs et elles sont retrouvées ultra dépendantes des algorithmes de recherche, de discovery et surtout de paid promotion derrière pour à nouveau pouvoir recibler leurs utilisateurs. Elles ont plus cette relation directe où elles pouvaient envoyer des offres, donc elles devaient à chaque fois dépenser de plus en plus et elles n'ont pas le contrôle sur combien elles doivent dépenser pour finalement recibler leurs propres consommateurs. Avec le Web 3, hypothèses en plus. C'est des hypothèses qui sont pas vraiment validées. Ah non, c'est la vérité. À chaque fois, on peut non, je veux dire quand ils vont targeter entre guillemets leur cible. Ils vont définir des segments, c'est ça en fait. Des segments, tout à fait. Et donc j'ai l'impression qu'il y a plus d'unicité sont contrôlées principalement par les plateformes, les TikTok, les Instagram, les Facebook, les Google en fait, qui augmentent leur prix, qui gèrent librement dans une économie de marché ou pas, finalement, les tarifs d'acquisition, le réengagement des utilisateurs. Les marques veulent retrouver, en fait, ce lien avec les consommateurs. Et le Web3, à chaque fois qu'un wallet est ouvert, en fait, c'est un lien direct où ils vont pouvoir dropper un NFT, suivre la vie de cet utilisateur et offrir des expériences où elles vont être plus directement en lien avec l'utilisateur. Donc, ce que je crois comprendre, c'est ce que la plateforme de Séraphie va proposer. Et ensuite, on a des plateformes comme Sandbox qui vont être additives à tout cet écosystème Web3 où on va pouvoir offrir des expériences sociales avant tout et créatives. Ce sont les deux grosses forces de Sandbox et bientôt de plus en plus immersives au fur et à mesure où les utilisateurs se connectent dans un univers assez libre et imaginatif développé par la marque où la marque n'est pas là dans un mode à tout prix à vouloir chercher à vendre un produit, elle n'est pas en mode transactionnel, elle est en mode récréation de liens, création de communauté, développement d'une relation sur le long terme et même offrir de la valeur aux utilisateurs par le biais des NFT. Et c'est ça que les marques adorent dans Sandbox et elles peuvent s'émanciper de ce contrôle que les plateformes, les GAFA leur ont imposé, tout en retrouvant la joie de la créativité à nouveau, et aussi se libérer dans la co-création et la définition de finalement qu'est-ce qu'elles vont devenir dans ce nouvel univers Web3 et Metaverse, grâce au User-Generated Content. Et Sandbox a la force de ramener tous ces points sur une plateforme ultra accessible. Donc si on réfléchit en termes de marché, tout le marché de la publicité aujourd'hui en ligne, qui est un des plus gros marchés au monde, va être réparti chez les créateurs.
aujourd'hui, on a vu dans YouTube, TikTok, il y a une montée de boucliers des créateurs qui, eux, créent du contenu pour ces plateformes-là, mais qui ne le captent pas. Ce qui est intéressant dans le Web3, c'est que toutes les personnes qui créent de la valeur vont pouvoir rebénéficier de cette valeur-là, et ça va être juste en fait, les budgets marketing des marques va être redéployé vers là où il y aura une nouvelle audience et de l'usage, et qui va rétribuer de manière plus fair les créateurs et les utilisateurs qui vont gagner en bénéficiant d'expériences plus sympathiques. Donc finalement, c'est du win-win pour tout le monde. A few moments later. On revient à nos moutons. On était en train de parler de justement je pense la capacité des marques à, c'est même pas mieux cibler, mais c'est mieux communiquer aussi et mieux connaître leurs utilisateurs, leurs clients ou potentiels. Est-ce que vous pouvez me citer peut-être, alors non pas le client qui paye le plus ou dont vous êtes le plus fier, je vais dire plus cher, mais ouais, le use case auquel nous on penserait moins, le plus original, disons. Et ce ne sera pas cuté, donc allez-y. Je sais pas, le plus original, je sais pas, mais dont je suis plus fière. En fait, on en a sorti un aujourd'hui, donc je l'ai en tête. Allez, je vais en dire 2. Je déroge à la règle. Allez, vas-y. Aujourd'hui, on a sorti... ouais, désolé. Quelle autorité, quoi. Désolé, je commence mal. Ouais, un truc dont on est super fiers, c'est on travaille avec des marques Shopify, donc des toutes petites marques, tu vois, où c'est des... ok, sur Shopify. Ouais, two-man band, tu vois, des personnes qui sont dans des micro-marques. Et en fait, nous, ce qu'on a moins aimé avec le Web3 avec mon associé, c'est que pour rentrer dedans, genre, t'as une tonne de jargon, de barrières à l'adoption. Faut vraiment être très, très trapu en termes de tech pour y aller, tu vois. Et donc, notre produit, on s'est dit, on va le rendre accessible à monsieur, madame, tout le monde, à n'importe quelle marque et à leurs consommateurs. Et donc, on est hyper contents. Tu vois, ce matin, on a lancé une marque de souliers qui s'appelle Sock Paris. Allez la voir, c'est super beau ce qu'ils font. De souliers? Oui, de souliers pour femmes. Ah, ok. Non, mais en cuir upcyclé. Enfin, tu vois, une super approche. J'ai vu en plus. J'ai vu ton post. Ouais, et c'est hyper beau, hyper cool. Et il se sert, en fait, de cohorte pour permettre, en fait, que leurs souliers soient garantis à vie et de permettre une réparation à vie sur présentation du NFT. Donc, t'as vraiment, tu vois, le NFT qui rentre dans la vie physique, dans la vie du quotidien pour un usage durable. Et ça, on est hyper fiers de ça parce que c'est une toute petite marque qui l'a fait. Et voilà, on rend le NFT accessible. Tu vois, c'est pas Gucci, c'est pas Prada. Et tu peux nous dire, pour une petite marque comme ça, allez, donne-nous une fourchette, tu veux pas nous dire le prix exact, mais combien, eux, ça leur coûte, en fait, en termes de production, de rajouter un NFT issue par tu vois, franchement, peanuts. Enfin, tu vois, c'est ça la beauté. On est sur Polygon et la blockchain moi, j'ai commencé en 2018. C'était compliqué. Les use cases comme ça, c'était impossible. Il y avait que Ethereum. Aujourd'hui, t'en as plein d'autres, dont Polygon, qui marche super bien. Donc, c'est peanuts. Donc, on y est. Le moment de l'adoption de masse, on y est, quoi. Ok. Donc, on n'est pas encore sur le first mover. Je voulais débattre, mais... Moi, je pense qu'on est vraiment à l'entrée d'une adoption de masse. En tout cas, la tech est prête. Okay. Et il me semble que les gens sont prêts aussi, quoi. La tech, ça dépend. Parce qu'il y a quand même des petites complexités, même pour des entreprises technologiques, de trouver les talents pour pouvoir intégrer, etc. Enfin, je dirais qu'il reste encore quelques petites années avant que tout soit fluide et interconnecté, etc. Ouais, après, ça dépend de quelle technologie on parle. Ouais, tu vois, moi je suis vraiment sur quelque chose qui se cantonne quand même au NFT, qui pour moi est une technologie aujourd'hui assez sèche. Bon, tu vois, enfin, dans le sens, la technologie est sèche, donc elle est prête, tu vois. Pour les usages qu'on a à faire, je pense qu'on y est. Il y a la robustesse, la sécurité, la scalabilité là, il me semble. En tout cas, en tant qu'entrepreneur et juste sur la partie itération, c'est assez compliqué parfois avec la blockchain parce qu'en fait, quand tu fais des choix, en fait, c'est dur de revenir en arrière, etc. Et nous, on a pris, juste en termes très pragmatiques entrepreneurs, 3 mois dans les dents là pour des choses. Peut-être qu'on aurait eu moins de problèmes si on était resté que Web 2, parce que du coup ça prend plus de temps d'itérer, il y a de la sécurité à avoir. En fait, quand on veut livrer quelque chose, il faut être sûr qu'il n'y a pas de faille, etc. Et ça crée des layers d'itération qui sont moins rapides que dans une boîte Web 2. Donc il y a quand même, il reste quand même des petits freins. Ouais, bien sûr.
Je pense qu'il y a deux niveaux ici à regarder. Il y a le niveau effectivement entrepreneurial et toute la partie tech et développement, où effectivement la couche blockchain, ça rajoute des cycles, notamment au niveau des audits de sécurité, de certaines compétences techniques très pointues qui sont clairement en manque sur le marché du travail actuellement. Et donc il y a différentes initiatives pour renforcer les talents dans le Web3, les développeurs, Ethereum, Solidity, etc. avec des écoles. Je sais pas si Xavier Niel a annoncé quelque chose par rapport à ça. À 42, mais c'est pas le seul. Il y a des programmes comme tout à l'heure, Metaserve, etc. Et d'autre côté, des cas d'usage qui finalement rendent le NFT de plus en plus mainstream et accessible, et notamment grâce à des intégrations comme Shopify, grâce à peut-être des paiements par les cartes bleues et autres partenaires. Et finalement, quand n'importe quel produit permet d'avoir un certificat à la fois soit d'authenticité, de garantie, ou un double virtuel dans cette mouvance du digital, finalement ça rentre un peu dans finalement le commerce, ça touche à différents cœurs de cible, et donc ça permet de faire rentrer le NFT dans les mœurs à des audiences très différentes. Ici par exemple, a priori des femmes qui vont vouloir des souliers de 25 à 65 ans peut-être, ce qui est intéressant, ça fait pénétrer vers des nouveaux marchés. Nous chez Sandbox, on a un peu cette approche là. Finalement on est une plateforme, donc en tant que plateforme on a une audience assez large. On va toucher finalement les différentes niches que les marques et les créateurs, les détenteurs de land qui vont publier des expériences veulent toucher avec leurs projets. On est très fiers évidemment des 400 marques un peu partout dans le monde qui sont présentes dans Sandbox. Plus récemment, des 10 expériences qui ont cumulé le plus de trafic. Alors oui, on a l'expérience de Gucci qui était assez incroyable. Oui, on a Playboy l'expérience Exactement. Oui, tout à fait, de Warner Music, avec des artistes. Carrefour aussi. Ouais, j'ai vu ce qui va bientôt être annoncé avec les NFBs de Carrefour. C'est assez incroyable, l'imagination qui est venue derrière et ce qui est possible de faire. On peut s'arrêter juste sur Carrefour et essayer de comprendre c'est quoi leur intérêt. Enfin, le plus drôle, ça serait de les faire venir et parler en direct. Je veux pas être le porte-parole, mais je pense qu'il y a cette idée de qui sont pas rentrés dans le métaverse en disant on va créer des rayons virtuels de produits, on va se promener avec un avatar et dans des caddies virtuels pour acheter les biens. Donc ça c'est déjà un bon point de départ. Et ils ont fait une analyse et ils se sont dit comment on va être beaucoup plus créatif. Et ils ont utilisé surtout le métaverse pour créer une communauté autour d'une cause qui est celle de la protection environnementale, avec ces petites abeilles et derrière toute une gamification derrière qui remène le client sûrement dans les rayons ou à bénéficier d'autres avantages. Et donc d'un côté, ça peut être vu comme du marketing gamifié pour les acteurs du commerce. De l'autre, Sandbox, c'est une plateforme qui permet aux artistes musicaux de reconnecter avec leur communauté après 2 ou 3 ans de Covid où ils n'ont pas pu faire un seul concert. Ça a été très dur, à la fois créativement, mais surtout pour connecter avec les audiences. Les artistes, on le sait, ne vivent pas du streaming sur les plateformes musicales, sauf peut-être le top 10. Ils vivent principalement de la vente de tickets et de concerts, donc finalement le lien et l'expérience qu'ils offrent à leurs plus grands fans. On peut voir effectivement même des acteurs plus traditionnels comme des studios comme Ubisoft qui a lancé une expérience Rabbids dans Sandbox. On va pouvoir voir des marques de contenu comme le Walking Dead qui a créé des expériences, qui s'est ouvert en fait. Walking Dead, la série. Alors le comic book à la base de Robert Kirkman. Je regarde pas. Interactive. la série télévision par AMC provient effectivement du comic book, mais si on veut l'essence même de la série, on est censé, comme on lit le livre, voir le film, là on lit le comic book. Tu sens le puriste là qui est genre en mode fais attention à ce que tu vas dire. Et pour une fois, permettre à la communauté de créer ses propres histoires, ses propres aventures avec les personnages originaux, je trouve ça fabuleux aussi en termes de possibilités, d'expérience. Je pourrais passer des heures à vous raconter un peu, mais au final, ce que je vois, c'est un peu Sandbox, c'est un univers très ouvert. On va retrouver toutes ces marques qui proviennent de différents pays et de différents univers. C'est un peu la pop culture où tout se mélange. Chacun s'exprime comme il veut, chacun bouge comme il veut aussi. Ça, on accorde beaucoup d'importance. C'est pour ça qu'on travaille avec Kinetics, on travaille avec d'autres solutions pour permettre de créer un métavers ouvert, interopérable, et où les marques vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination et créer leur présence avec leur communauté. Très clair. Et justement, tu
tu parles de toute cette diversité de en fait de marques, mais donc aussi de cibles qui vont aller atteindre sur même si on parle des mêmes personnes, hein, sur des skills différents. Mais toi, du coup, c'est comment pour Kinetics? Je sais pas si tu veux me dire le client le plus chelou en use case, ou alors peut-être le first mover aussi, essayer de comprendre. Alors il y a on dit pas encore Playboy, mais on a 3 types d'interlocuteurs en tout cas, parce qu'on fait du B2B2C, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Donc d'un côté, en fait, on donne notre solution à des mondes virtuels pour qu'ils puissent permettre à leurs utilisateurs de donner vie à leur avatar. Et de l'autre côté, donc il y a d'un côté les mondes virtuels et les jeux vidéo. De l'autre côté, il va y avoir le end user qui va utiliser notre solution pour créer du contenu, qui peut être soit un créateur, soit un gamer. Et en parallèle, on travaille notamment avec des artistes, des danseurs, tout ce que tu peux imaginer autour du mouvement, donc des choses assez marrantes, pour créer des collections avec eux et permettre du coup aux utilisateurs qui sont dans le jeu, soit de se dire je veux créer mon propre move, donc je peux le customiser sur Kinetics, ou je peux acheter un mouvement parce que j'aime tel artiste, j'aime tel danseur, etc. Donc là récemment on vient d'annoncer Danse avec les stars, ce qui est super marrant. Non. Donc Danse avec les stars / Kinetics, donc ça c'est assez marrant, mais aussi on est en train de travailler avec... C'est via TF1 juste parce que t'as déjà bossé avec TF1 aussi. Exactement. Avant. Via TF1, mais il y a des choses aussi très marrantes. Là, on travaille avec la plus grosse école de cascade européenne. On travaille avec le deuxième plus gros cirque au monde. Donc, en fait, et on va voir avec Sandbox potentiellement sur des plus grosses IP pour pouvoir. En fait, à chaque fois qu'il va y avoir un avatar créé, il y a comment l'artiste s'exprime et ses mouvements aussi. Ouais. Donc, on peut imaginer des choses super marrantes qui vont sortir. Et en fait, pour moi, l'animation va être le même du futur. Donc, il y aura des trends qui vont se créer dessus. Moi, mon rêve, c'est d'avoir, c'est un appel, hein, ceux qui connaissent Joule, j'aimerais bien avoir le mouvement de Joule parce qu'on a sorti l'animation des doigts récemment. Donc, on pourra faire le petit mouvement de Joule comme ça. Que tu fais très très mal d'ailleurs. Non, c'est comme ça. Non, voilà. Du coup, on peut imaginer plein de types de mouvements assez marrants et de célébrations, de salutations, de tout ce qu'on veut. Ou de Seb qui danse, enfin ouais. Je sais Seb qui danse. Ouais, je sais, c'est je le revendrai très cher ce NFT. En NFT. Écoutez, le temps file et j'ai pas envie de vous garder trop longtemps, mais j'ai vraiment envie que vous retourniez vos cartes. Ouais, on va commencer par toi, Séraphie. Si tu peux, t'as 3 cartes. Vous avez tous 3 cartes. Ok. Je vous laisse les retourner, les regarder, puis choisir celle sur laquelle vous voulez. Alors, il y a du Web 3, mais aussi de l'entrepreneuriat en général. Voilà. Et je te laisse nous les montrer, on verra quelle caméra. Ouais. Et nous le dire à l'oral, parce qu'il y a des gens qui... Bien sûr. Je suis donc avec Twitter, le rachat. Et quelle saga, quoi. Quelle saga. C'est Dallas, c'est le Dallas des années 2020. Je te laisse voir. Attends, t'en as 2 autres après, on va voir laquelle tu veux choisir, du coup. Je sais même plus ce que je t'ai donné, en fait. Ok, l'écosystème French Tech, c'est ça? Ouais, j'ai un drapeau, c'est plutôt French. C'est ce que j'ai compris, hein. Enfin, c'est ce que je me suis dit aussi. Et le fiasco. Et le fiasco de qui? C'est... FTX. Le logo. C'est le FTX. C'est SB. la première carte que j'ai créée. Bah oui. Non, mais en vrai... Tu choisis quoi? Oh, FTX, c'est trop... C'est trop tentant, on peut pas passer à côté. Ouais, c'est quelle histoire quoi. Ouais, j'avoue Twitter c'était tentant, mais en fait FTX c'est encore plus un drama. Moi j'attends la série Netflix avec impatience, ça va être exceptionnel. Arriver, je me demande qui va être l'acteur pour faire Sam. Non, franchement, c'est très chiant aussi parce que ça fait beaucoup de mal quand même à l'écosystème Web 3. Ouais, attends, on rappelle quand même, c'est quoi ça, 1 semaine ou 2 semaines après? Non, c'est 9 novembre à peu près. Donc ça, 3 semaines. Ouais, ok. Les gens sauront pas vu que c'est publié en janvier. Non mais juste on peut le dire, on est le 5 décembre. Ouais. Donc pour la petite histoire, je crois que ça fait encore 24 ou 48 heures. Donc c'est, je sais plus son nom, mais le CEO de Binance qui a qui a formulé une offre de rachat pour FTX. Quoi, 48 heures après, en gros, on s'est rendu compte que les comptes étaient vides et banqueroute. Enfin, moi, ça me rappelle moi, je trouve ça fou. En fait, excuse-moi, premier je laisse parler, mais comment, tu sais, il y a cet imaginaire, mais je comprends pas comment tu peux passer de je ne sais combien de milliards à 0. C'est le risque de pas avoir d'assets physiques, de collatéral. Non, mais c'est le risque de pas être audité et d'avoir personne qui check ce que tu fais. Moi, je me souviens mon premier stage. J'arrive le 15 juillet chez Lehman Brothers en 2008. Premier stage, un mois plus tard, banqueroute.
Et donc j'ai bien vu le truc qui passait là. Moi quand je suis arrivée chez Lehman Brothers, c'était les cadors de la finance quoi. 2 mois plus tard, banqueroute, j'étais dans une salle avec Pricewater qui était là en train de compter les stylos quoi pour faire le, tu vois. C'était vraiment la fin du monde. Et ça a pris une semaine pour que en fait c'est la confiance. Quand CZ il a juste mis l'étincelle pour démarrer le feu, la confiance a disparu. Et là, c'est en 24 heures. Donc tu penses qu'il a mis l'étincelle en sachant que c'était entre guillemets une vitrine ou une coquille vide. Je pense que, il me semble qu'il devait avoir j'en sais rien en fait. C'est juste que c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres quand même. Son tweet, Et puis ça allait que la confiance après tout le monde. De toute façon, c'est un truc de confiance. La finance, c'est toujours pareil. Si la confiance n'est plus là, il y a plus rien. Et en l'occurrence. C'était pas géré. Dans le couple aussi. Hein. Juste pas que dans la finance. C'est vrai. Merci de nous ramener les pieds sur terre. Ouais, voilà. Non mais franchement, non mais FTX, c'est une histoire de dingue. C'est juste une histoire de dingue. Vous aviez des sous sur le stock exchange ou rien du tout? Non, moi rien du tout. Non, toutes mes économies. Envoyez vos dons. D'ailleurs, je lève. Donc voilà. Pour toi. Ah mais toi, t'as déjà retourné. Bon, attendez, est-ce que vous avez des choses à dire déjà d'autres pour accompagner aussi Serafi sur... Moi, juste un commentaire, c'est encore une fois les médias, ça nourrit énormément. En fait, FTX c'est pas le Web3. C'est de la crypto, mais il y a, c'est un échange centralisé donc un service ultra centralisé en fait qui propose de vendre des crypto-monnaies. C'est ça le principe de base d'un échange. Ouais, mais là ce qui est ouf, c'est quand même que quand t'échanges, t'es pas censé détenir et pouvoir jouer avec normalement non. Quand t'es régulé, échange sérieux et régulé, tu n'utilises pas les fonds des clients pour les placer via ton market maker qui était à l'Alameda pour ensuite hedger ou faire d'autres. Ça me fait rire la carte tout à droite du coup. Et donc ce que ça met en avant au contraire, c'est finalement la très forte centralisation, l'absence de contrôle, l'absence de transparence dans un business centralisé, je reviens là-dessus. Et même le token, en fait, il y avait même pas plus de 300 holders de ce token, et si on regarde, il y avait peut-être 10 holders qui détenaient plus de 60% donc même sur le token qui était censé être l'outil décentralisé, une gouvernance ultra centralisée à nouveau. Donc c'est des éléments qui nous rappellent, regardez bien quand vous investissez dans des tokens économiques, qui détient les tokens, il y en a combien en circulation, etc. Et pas mélanger Web3 et FTX. Enfin, c'est juste, en fait, c'est facile de créer des amalgames et de détruire un écosystème. Je mets à culpa. C'était pas c'est pas pour toi, c'est un message. J'ai dit que je voulais mettre du piquant aujourd'hui. Mais non. C'est un bon, on pouvait pas faut pas tout mélanger. Non, mais bien évidemment. Et puis même, j'aimais même pas dire une brique. C'est, la crypto est une partie du Web3 et eux, ils font partie d'une partie. Juste, est-ce que vous pensez, vous allez me dire oui, mais est-ce que vous pensez que le CEO il savait? Pardon. Oui, non. Évidemment. Le CEO de qui? De FTX. De FTX. Ah, de FTX. Ou alors il est con. Non, il savait. Ou alors ils vont pas sponsoriser ce podcast. Donc je peux y aller. Écoute, s'il savait pas. On va laisser l'enquête révéler les détails. On n'est pas des spéculateurs. Non. Mais on est d'accord que il y a anguille sous roche, quoi. C'est ce qu'on peut dire. Il y a un moment, il y a bien quelqu'un qui a porté ce risque, quoi. Bon, passons à toi, Seb. Tu peux nous dire quelles sont tes 3 cartes que tu as non pas tirées, mais que tu as obtenues? Oui, j'ai hérité de 3 cartes à des pertes de 94%. Attends, mais tu peux nous les montrer à la caméra. Il y a Justin qui pleure. Je sais pas si les gens vont voir. J'ai trouvé super drôle celle-ci. Ouais, il pleure Justin Bieber, donc qui pleure. Parce qu'il a perdu de l'argent sur son board ape, hein. Exactement, putain. Merci, parce que je savais pas qui c'était. Non, tout à l'heure, Douglas, il m'a dit pas mal tes cartes, mais Justin Bieber, faut l'enlever. Je dis, mais c'est la meilleure. C'était la meilleure. Enfin, moi, c'est celle que je choisis tout de suite. La star et la sécurité. Bon, la sécurité, j'ai presque envie de dire qu'on a un petit peu parlé, même s'il y a tellement de champs d'application. Qu'est-ce que tu choisis? La star, bon, on parle de Sorare. Et perte de 94%, il y a Mr Bieber qui avait donc un NFT de Ape qui était valu à plus d'1 million, et je crois il y a moins à 90 000 aujourd'hui. 90 000, voilà. Donc il pleure. Je suis pas sûr que ça lui fasse si mal que ça, le garçon, mais...
laquelle choisir étrangement, je vais prendre la sécurité parce que j'ai fait un podcast il y a une semaine par rapport en fait à tous les efforts qu'on met en place pour démontrer et reconstruire la confiance des utilisateurs dans le Web3 et les éduquer par rapport à le fait que dans le Web3, vu qu'ils sont détenteurs de leurs propres données, on ne peut pas intervenir en cas où ils venaient à perdre les mots d'accès à leur wallet ou ils se connectaient à des sites non sécurisés et tout leur contenu venait être à dérober. Et malheureusement, on le sait, hein, les attaques et tout ce qui va être le phishing, le scam, c'est une activité qui existe depuis très longtemps et qui va viser à tous les secteurs où il y a de la valeur. Donc ça a attaqué l'internet, ça a attaqué PayPal, eBay, les consoles PlayStation, les comptes Roblox, les comptes Facebook, etc. Et ça touche de manière de plus en plus prépondérante aussi l'univers du Web3 où, puisque les gens détiennent des contenus de valeur, des monnaies ou des NFT sur leur wallet, ça va venir les cibler. Et donc ce qu'on met en place avec Sandbox, c'est plusieurs choses. L'éducation de manière permanente, apprendre à quels sont les usages, comment détecter les phishing, etc. On met en place avec un partenaire qui s'appelle BrandShield, donc un monitoring en permanence où le temps de réaction par rapport à une menace de phishing, de scam sur un réseau social, sur un Discord, un Telegram, un Twitter ou par email ou autre est hyper important pour réagir suffisamment vite et du coup éviter que les utilisateurs viennent à connecter leur wallet sur ces sites malicieux et perdre l'intégralité de leur propriété. Et aussi on a un partenariat avec Ledger dont c'est la conférence cette semaine d'ailleurs avec Ledger Open pour justement venir renforcer la protection des utilisateurs sur des wallets physiques dont on a distribué certains aux landowners, aux top landowners de Sandbox, et on encourage effectivement la communauté à stocker leurs données sur des cold wallets ou sur des wallets qui vont avoir un niveau de sécurité suffisamment important comme Zengo, etc. aussi par exemple. Quand tu voles, juste pour comprendre une chose, quand tu voles, donc que les gens comprennent, bon, j'ai ni crypto ni NFT, je préfère le dire, mais je crois avoir plutôt compris qu'en gros tu vas avoir un code d'accès qui est unique donc à ton wallet sur lequel tu auras tous tes assets tokenisés. Tu vois, j'ai le jargon ou pas? Je suis validé ou pas? Je progresse après 1 heure. Et non, juste pour comprendre, en fait, à partir du moment où le mec te vole ou la fille te vole cet accès unique, ce password, qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour moi, le principe de la blockchain, c'est qu'il ne peut pas le modifier. Il en récupère la propriété et à partir de là, il va se fait une sorte de transfert en gros. Il y a plusieurs manières. Soit effectivement, il récupère un accès total à ton wallet en obtenant sous prétexte de t'aider à te connecter à ton wallet, j'ai besoin de tes 12 clés ou 24 mots-clés, etc. Ou en trouvant... en sniffant sur un ordinateur via un virus, etc., il récupère l'intégralité de tes contenus et puis il les revend sur des marketplaces externes. En fait, tu changes l'ownership, mais si l'ownership est changé, le wallet existe toujours. Il vient toujours, juste vite, quoi. Désormais, il a plusieurs détenteurs potentiels, donc il n'a plus aucune sécurité. Quand on se connecte à un site malicieux, on autorise en fait un smart contract potentiellement à retirer ou à transférer vers un autre wallet les contenus qui sont dessus. Et ça en fait, ça crée des problèmes de confiance. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a intégré qu'on a des assets de valeur sur ces contenus et qu'on les perd, on peut faire on peut faire cette tête-là et c'est vraiment le sentiment qui est ressenti. A few moments later. C'est à toi, Seb. Voilà, donc il y a un enjeu énorme pour restaurer la confiance des utilisateurs, non seulement suite au fiasco de FTX, mais aussi par rapport au fait qu'une fois que les utilisateurs possèdent effectivement des biens numériques et y accordent de la valeur, la perte de ces contenus peut vraiment être perçue comme un drame et peut empêcher les utilisateurs de continuer à acquérir des nouveaux contenus. Toute cette valeur qu'ils acquièrent sous la forme de crypto-monnaies, de NFT sur leur wallet, on veut les rassurer par rapport au bénéfice d'être dans le Web3, de pouvoir utiliser leurs données d'un univers à un autre et de développer même une économie digitale complète. L'avenir, c'est avoir tous ces contenus numériques en ligne
et de les utiliser dans des mondes virtuels, dans des sites de commerce, pour des expériences, pour exprimer son émotion avec son avatar, etc. Et donc, j'en reviens un peu à les différents points d'action qu'on a établis avec Sandbox, et notamment ce partenariat avec Ledger, dont on est assez fiers. L'une des expériences les plus populaires dans la saison 3, c'était une expérience éducative, qui s'appelait le School of Block dans le Ledgerverse, où les utilisateurs, de manière très gamifiée, par le biais d'un avatar, ont pu apprendre des principes très importants de la sécurité autour de la Web3, l'identification des menaces, et même ont gagné des équipements exclusifs pour leur avatar. C'était un tel succès qu'on va lancer. Ledger travaille déjà sur un 2e épisode, de nouvelles aventures, etc. Ok. Et voilà, donc ça c'est un point qui, je pense, dans le Web3 reste hyper important. Okay. Comment on continue à éduquer les personnes non seulement sur la possibilité d'avoir et de posséder leur contenu virtuel, mais de manière générale, comme dans toutes les technologies, l'email, le téléphone, etc., aussi à être plus attentif à tout ce qui va être le phishing, l'hameçonnage, etc. On a tous suivi ces super formations là, en entrant dans des business. Enfin, passons. Désolé pour les petits bruits de talons, car oui, il est 20h, mais visiblement des gens travaillent encore à Station F. Et c'est à toi, mon cher Yacine. Peux-tu nous dire ce que t'as tiré, enfin ce que t'as obtenu déjà? Je sais pas si tu vois la toute première du coup sur le média. C'est Média et Web3. Ouais, donc c'est Mirror. Mirror, ouais. Ok. Il va pas la prendre. Il passe. Il y a le fail avec un joli logo Meta. Avec en fond Meta, voilà. Si tu veux nous aborder ça. Et il y a l'impact avec une planète. Une planète. J'imagine qu'il y a, j'imagine que ça va être par rapport au coût environnemental. La question est très large, mais déjà, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? L'impact, c'est ce qui m'intéresse le plus, je pense. Ah ouais, tu veux pas parler de Facebook, hein? De Meta, déjà. Bon, il est en process de candidature avec Clonetics. On va parler d'impact, je pense, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Franchement, moi, ça m'intéresse pas l'impact, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va arrêter. Très bon sujet, vas-y. On va te mettre dans la sauce. Non, en fait, d'un point de vue impact, j'ai un peu une double question. Est-ce que, si on peut parler impact. Ouais, double impact. Ben non, mais en fait, la question c'est, est-ce que le Web3 peut aider justement dans nos, je sais pas, c'est des meilleures habitudes de consommation, mais nous, en tant que citoyens, ou même en B2B, à réduire notre impact négatif sur l'écologie. Et d'un autre côté, c'est quoi dis-moi? Sur l'environnement. Sur l'écologie. Sur l'environnement. Oui. Alors... Et donc, sur l'environnement. Et la deuxième, c'est c'est quoi l'impact sur l'environnement, du coup, pour le coup, de la techno, la blockchain ou le Web3? Je mettrai l'impact, je vais répondre à la question environnementale, mais pour moi, l'impact, il est plus que environnemental, il est social, il est sociétal. Okay. Politique, bon, bref. Sur la partie obvious où tout le monde a trash-talké le Web3 sur la partie environnementale, ce qu'il faut savoir, c'est que ça concernait certaines blockchains qui étaient assez polluantes. Aujourd'hui, on parlait de Polygon tout à l'heure, ou de plein d'autres blockchains qui coûtent très très peu cher parce que finalement ça va consommer très peu aussi du coup de puissance de calcul pour pouvoir les stocker. Et du coup, je pense que la question environnementale, on la règle de plus en plus et elle va devenir vraiment l'impact comme d'un WhatsApp finalement. Quand on envoie un WhatsApp, ça a une empreinte carbone finalement, donc elle va devenir on va dire similaire. Okay. Mais c'est drôle parce qu'avant on n'en parlait pas. Personne se posait la question quand on envoyait un WhatsApp juste pour un OK parfois, ou même mettre un like ou je ne sais quoi. Personne se dit oh là là, là j'ai pollué, alors que en vrai qu'elle sache que je disais OK ou en plus on s'en fout, quoi. Ça montre juste l'ordre de grandeur. Enfin, on a un ordre de grandeur mais qui est marginal en fait. Ouais. Par contre, l'impact, si on voit les bons côtés, l'impact, on parlait de créateur économie, de pouvoir rétribuer les créateurs. Je pense que c'est un impact assez énorme en termes de création de valeur. Moi, je viens du Maroc typiquement, où aujourd'hui, on va dire, il y a des pays aujourd'hui qui sont écartés des révolutions économiques, qui sont pas dans une économie mondiale, qui sont un peu plus à l'écart en tout cas. Et je pense que les créateurs vont être partout dans le monde. On voit d'ailleurs énormément de communautés de créateurs partout dans le monde justement s'intéresser à ces économies du Web3 parce que ça crée des nouvelles formes de revenus. Donc pour moi, il y a une forme d'inclusion économique qui va être mondiale.
dans une économie mondiale, donc c'est hyper, je pense, intéressant. Sociétal. De manière politique, je pense aussi au DAO, le fait de pouvoir voter, de prendre participation dans des décisions. Je pense que ça peut créer une nouvelle forme de citoyenneté. Ça peut poser énormément de questions d'implication et de décision. Donc là, enfin, il y a tellement d'autres volets en fait d'impact dont on parle pas aujourd'hui, qui pour moi sont les plus intéressants finalement que mon impact de Mint, elle est aussi grosse que mon message WhatsApp que j'ai envoyé à ma copine en fait. Donc je pense qu'on peut parler de montrer les bons côtés et créer des use cases autour de ça. Ouais. C'est assez intéressant. Mais moi là-dessus sur l'impact, je trouve qu'au contraire je trouve que c'est de l'espoir ce qui s'est passé dans la blockchain, parce que en 5 ans, genre la communauté des développeurs s'est regroupée pour essayer de résoudre un enjeu énorme de consommation d'énergie. Et je sais pas, pour moi, c'est une industrie qui a fait sa transition écologique en énergétique. C'est la plus rapide. Très rapide, ça peut rapide au monde. Hein, et donc c'est top, en fait, pour une fois que quand on met la pression à une communauté de développeurs, le truc s'est fait en 5 ans. Donc en fait, il faut faire ça sur d'autres industries. Et donc pour moi, c'est un message d'espoir au final, ce qui s'est passé dans la blockchain. Et voilà, je voulais juste te dire, je trouve que c'est vraiment assez hallucinant ce qui s'est passé. Moi, je vais rajouter encore plus loin que ce que disait Yacine sur la puissance de l'impact d'avoir une économie complètement digitale. J'appelle ça un peu la 4e révolution industrielle. Ça veut dire que chaque révolution industrielle amène des nouveaux modes de consommation et d'usage. À partir du moment où on aura intégré que le volume des échanges, la valeur des échanges des biens digitaux va être supérieure à celle des biens physiques, il y aura toute une transformation même de nos modes finalement de consommation et de l'impact écologique global qu'on peut avoir sur la planète. On va arrêter, ou on va en tout cas accorder moins d'importance aux biens physiques, on va peut-être produire moins de biens physiques qui sont, on le sait, de par la production, le transport, le cheminement, etc., quand même hyper consommateurs, par rapport, et on va utiliser sur des avatars virtuels, et qui pourtant, auxquels on aura on apporte tout un sentiment de valeur dans la manière dont on s'habille, dont on s'exprime, dont on danse dans l'économie, et plus de valorisation, de la création plus rapide, qui consomme beaucoup moins d'énergie, qui laisse un impact beaucoup plus faible. Et ça, je lisais un article récemment où la majorité des enfants actuellement, et toute cette génération Z ne demande plus d'argent, ne demande plus de produits physiques comme cadeau, demande des Robux, des monnaies virtuelles, des biens virtuels. Ça veut dire qu'on est face à une génération, et c'est un mouvement qui va devenir énorme, des centaines de millions de personnes qui ont intégré complètement la valeur d'une économie digitale, qui vont intégrer la pleine possession de leur propriété, qui vont intégrer l'usage d'un wallet pour accéder à différents services, qui ont déjà intégré une grande partie l'aspect financiarisation. J'apprends à trader, j'apprends à gérer mon propre argent, à investir via différentes applications. Ça avait démarré avec Robinhood, etc. Je trouve ça très puissant, et je pense que ça peut aussi être une réponse par rapport à tous les détracteurs qui disent que la blockchain n'apporte pas forcément une réponse écologique à notre impact sur la planète. Je dis au contraire, j'ai l'impression en abandonnant tous les modes de consommation passés, en apportant de la valeur totalement différent à ce que c'est la propriété, ne plus vouloir de maison, ne plus vouloir de voiture, ne plus vouloir forcément d'objets de luxe, savoir repenser un peu sa relation au monde et comment on décide et comment la valeur est distribuée par rapport à ces produits vers les créateurs, les plus petits créateurs et dans tous les pays du monde, avec une inclusion beaucoup plus forte. À terme, donc dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça peut avoir un impact énorme. J'allais dire, c'est plutôt... Enfin, est-ce que c'est pas corrélé aussi au fait que... Je sais pas si c'est... En fait, la valeur du digital est volatile, dans le sens où est-ce que c'est lié la valeur au manque de forcément confiance, il y a plusieurs manières d'apprécier la valeur sentimentale de la détention d'un bien. Non, moi Yacine nous parlait des dessins animés de son enfance, le souvenir de la ça, nouvelle génération, mais est-ce que les anciens n'ont pas une méfiance ou ne croient que entre guillemets on dit l'or et la pierre, quoi, mais les choses qui sont tangibles et qui te disent que si demain ta maison brûle, tu pourras toujours revendre ça. Oui, mais c'est parce qu'ils ont été éduqués dans un système dont ils ont hérité depuis des dizaines on de attend milliers qu'ils d'années. meurent et ça y est. Si demain il y a 1 milliard d'êtres humains qui n'accordent plus aucune valeur à l'or, au diamant, et qui tend vers ça, en tout cas, posséder, c'est ce que vous dites. je peux vous dire que toutes les réserves d'or du monde ne vaudront vraiment plus rien.
Donc l'or digital, c'est la data de nos jours. Bon, souvent, c'est pour ça qu'on le dit très régulièrement. Les personnes qui donneront accès par les wallets, ce sont ceux qui vont être les nouveaux distributeurs de services et vont participer à la découverte des applications. Donc on voit très bien comment l'écosystème Web3 est en train de se construire et de redéfinir toutes les bases de ce système économique et de valeur. Peut-être un mot de conclusion du coup sur l'impact. Je t'en prie. Peut-être un chiffre pour corroborer ce que dit Sébastien. Les études montrent que 50% des habits seront virtuels des futures générations. Ce qui va... Tu m'as. Ça veut dire que je dis comme ça, je suis comme. Ça veut dire que nos petits frères, nos petites sœurs auront des habits, mais ils auront 50% de leur armoire, elle sera une armoire virtuelle en fait. Ouais, mais là tu parles. En plus, imagine, tu peux targuer toujours le même vêtement et tu peux changer en permanence via la réalité augmentée, etc. Les effets dessus. Oui, ok, donc tu parles de ça plutôt. Tu parles d'un truc qui est physique, mais que derrière tu peux. Non, pas forcément. Mais... C'est que ils vont 50% de leur spending, de leur consommation d'habits va être des habits virtuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Sur ton avatar. D'accord. Via les marketplaces et via les outils de création. Ok, parce qu'il y a un autre truc qui est aussi entre guillemets, le vêtement 2.0 qui peut changer de couleur tous les jours. Mais ça, je sais pas si non, c'est pas ça dont je parle. C'est vraiment l'histoire des sûr de comprendre. C'est vraiment l'armoire digitale. Et donc ça montre à quel point, ce que disait Sébastien, est en train d'arriver, grosso modo. Et peut-être, moi, un dernier message, du coup, c'est sur la partie impact. En fait, d'un point de vue plus global, j'avais commencé sur la décentralisation, c'est un espoir philosophique, et je terminerai sur le metaverse, le Web3, c'est un espoir aussi. C'est une nouvelle façon de construire la répartition de la valeur, et du coup, je pense que autour de la table, on a une responsabilité aussi, c'est de pas recréer les modèles en fait qui existent dans le monde de la société aujourd'hui en termes de répartition de valeur. Typiquement, ça revient à quel pourcentage on va donner de royalties de perpétuité aux créateurs, pouvoir qui puissent monétiser sur ce contenu-là. Malheureusement, il y a énormément du coup aujourd'hui le Web3 est réservé à certains early adopters qui vont accumuler beaucoup de richesses et qui vont du coup reproduire finalement des inégalités qui existent dans la vraie vie, qui vont bénéficier de ces effets spéculatifs, etc. Et du coup, je pense qu'il y aurait une responsabilité de ne pas recréer les mêmes schémas sociétaux et économiques qui existent dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc je pense que c'est une opportunité de reconstruire et de reconstruire d'une manière plus fair en fait. Et je sais plus si c'est toi ou en tout cas au tout début on en parlait, mais le fait aussi que le Web3 permet de valoriser, de remettre en valeur les oubliés, quoi, de leur donner un petit peu de valeur, de toute la création de chaînes de valeur, beaucoup de mots valeur. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous, Séraphi? Je crois qu'on est vraiment sur la fin. Moi, le truc qui me taraude un peu avec le Web3 et la technologie actuellement, c'est de pas exclure. Tu vois. Et il y a une génération qui vient, qui monte. Il était là, quoi. I know. Mais tu vois, c'est de pas exclure non plus la génération qui est, enfin, tu vois, je sais pas où je vais mettre la limite. Je vais vexer personne. Mais voilà, il faut quand même qu'on arrive à rapatrier les gens, tout le monde dans le Web3. Et donc, pour moi, il y a une vraie aussi responsabilité à créer des usages qui peuvent aller chercher les gens là où ils sont aujourd'hui. Et de la pédagogie peut-être simplifier, rendre les choses fluides, pour pas non plus que y ait des exclus du Web3 quoi. Et aujourd'hui il y en a énormément. C'est pas juste des crypto bros. Ouais, c'est pas que les crypto bros et les autres quoi. Ça qui traînent à Station EF et qui montent des startups et qui lèvent des millions. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Dans l'écosystème de Sandbox, je regarde plus de 230 studios et ça monte. La plupart de ces studios viennent de gens qui n'ont jamais monté de business auparavant, qui n'ont pas fait d'études particulières et qui finalement sont venus vraiment dans cet univers de création d'expériences et de jeux par passion pour l'outil qu'ils ont découvert, qui est vraiment accessible et qui ouvre des nouvelles opportunités à justement des gens qui ne pensaient pas forcément et qui ont des tonnes de backgrounds vraiment différents, qui ne sont pas dans la tech ou l'entrepreneuriat ou le business. C'est ça la beauté, parce qu'après derrière on va avoir beaucoup de diversité d'expériences, des nouveaux points de vue et une richesse culturelle encore plus forte. J'ai envie de vous dire merci. En fait, moi, c'est simple. Je peux rester encore 1 heure papoter avec vous. Mais c'est vous qui avez peut-être une autre vie après le boulot. Je devais vous poser 2 questions que je vais pas avoir le temps de poser, mais peut-être une autre fois. J'aurais vraiment voulu qu'on vous remette un petit peu avant la création de votre boîte et essayer de comprendre comment vous êtes intéressé au Web3. Et la deuxième partie, il y en avait même une troisième. Je sais pas si vous l'avez préparée, votre anecdote.
Non, ok, on passe. C'est quoi déjà l'anecdote? Ce qui est marrant de dire l'anecdote, c'est en live, non? Ouais, c'est vrai, mais bon, je voulais qu'on parle un petit peu d'un fail entrepreneurial. Et normalement, j'ai une dernière question piquante, mais je crois qu'il y a une personne qui va en bénéficier ce soir. Je crois que vous voyez de qui je parle. J'ai une mini question. Je m'étais promis de parler de ça ce soir. Tu nous as parlé des chiffres tout à l'heure, Sébastien, donc par rapport au nombre de daily active users. Et il y a je sais pas si c'est un article, un papier de CoinDesk, je crois, qui est sorti disant que vous ne recensiez, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 500 daily active users, qui sont différents du coup des chiffres que tu as donnés. J'aimerais juste comprendre une chose. Comment eux, ils sont capables d'avancer ces chiffres et démens-tu? Alors, toutes les données qui sont communiquées dans l'article de CoinDesk, justement, sont exactes. Ce qui est le problème, c'est l'interprétation de ces données. C'est-à-dire qu'en fait, ils regardent uniquement les données par rapport à ce qui va être sur une blockchain publique. Donc c'est le principe, c'est public, on peut les constater. Sauf qu'en fait, ça relate uniquement le nombre de transactions, c'est-à-dire en fait le nombre d'achats et de ventes de NFT entre utilisateurs par jour. Et on le sait très bien en fait. Donc s'ils dépensent pas, ils rentrent pas dans le compte. Ils sont pas considérés comme active users. C'est là où j'en reviens en fait. Est-ce qu'un active user est seulement par définition un acheteur qui va venir acheter pour moi, un autre quelqu'un qui ouvre Sandbox, quoi. Voilà. Et donc en fait la réalité, c'est si on devait comparer ça à un parc d'attractions ou un centre commercial, il va y avoir des milliers de visiteurs en permanence. Ils viennent, ils se retrouvent, ils socialisent, ils s'amusent, ils découvrent, ils font du lèche-vitrine. Mais ils sont pas tous avec leur carte bleue ou leur wallet à faire un paiement à l'instant T. D'ailleurs, il y a des statistiques sur le Web 2, enfin sur des jeux vidéo, t'as moins de 1% des gens sur le modèle pay to customize ou oui. Enfin, en gros, là ça augmente, mais oui, avant déjà les taux d'usage des gens qui payent, c'est souvent le 1% qui paye et le 99% qui va jouer, mais qui crée de la valeur quand même. Il t'expliquait pas cette nuance. Non, mais en fait, tu sens parce que les articles tu vois que le journaliste soit a pas poussé sa recherche, soit ne comprend pas c'est quoi un jeu vidéo ou un monde virtuel. Donc il sait effectivement, il a interprété la donnée comme étant le seul source d'information. Non, on a dû justement après de Decentraland, de Sandbox a dû un peu corriger le tir, d'Apradar aussi par rapport à expliquer que ça ne reflétait que l'activité sur la blockchain des transactions d'achat et d'échange entre utilisateurs. Quelles étaient nos métriques, qu'est-ce qu'on voyait, et que donc du coup nous, comme je disais, on voyait 30 000, 40 000 utilisateurs actifs par jour qui se promènent dans ces expériences, qui jouent, qui dansent, qui s'expriment, qui complètent des quêtes, qui progressent. Ce qui est beaucoup plus raisonnable si on prend en compte déjà le fait qu'on ne pousse pas un métaverse transactionnel et commercial. Notre but c'est pas de vendre à tout prix, c'est que les gens passent du temps, s'habituent aux usages du métaverse et veuillent y revenir. 2, qu'on n'est pas encore sur mobile, donc on est uniquement sur PC et sur Mac, on n'est pas ouvert en permanence, donc ça va venir courant de l'an prochain et la version mobile courant en fin d'année prochaine, donc on sait qu'on a pas du tout atteint le tipping point de être mainstream, être accessible depuis n'importe quel device. Et donc ça, c'est des points on a expliqué. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, parce que ça nous permet aussi un peu de corriger le tir et de revenir à expliquer un petit peu. Mais voilà, c'est quoi le paradigme dans le métaverse? C'est les joueurs actifs, le nombre de visites dans les expériences, le temps passé, entre 20 minutes à 1h20 en moyenne. Et là, sur cette saison, on a eu plus de 2,4 millions d'heures passées au total par les utilisateurs. Et ça, c'est des métriques qui sont assez fortes déjà, alors qu'on en est qu'au tout début. Si on regarde dans l'ensemble des mondes virtuels ou des métaverses, il n'y a pas encore énormément d'expériences ou de lieux où se rendre. Donc on s'efforce d'avoir du concret assez régulièrement pour répondre à cette question, mais qu'est-ce qu'on peut y faire dans le métaverse, etc. C'est pour ça que je parlais d'outils aussi tout à l'heure. Je connais la roadmap du Game Maker, du coup, je sais qu'aujourd'hui, non mais je veux dire, c'est pour pouvoir proposer des expériences, il faut voir des outils, il faut que l'infrastructure puisse être là pour que les créateurs puissent build, et ça met du temps à se mettre en place en fait. La technologie, c'est pas on claque des doigts et non, mais déjà merci en tout cas pour au-delà de la transparence, la pédagogie, c'est con, mais eux le font pas. Et tu lis quelques mots qui sont en plus relayés par d'autres journalistes qui, j'imagine, font pas leur travail de. Et du coup, ça détruit. C'est justement le genre d'article qui détruisent un peu le. Ouais, mais c'est bien aussi qu'on en parle, je trouve. Et c'est parce qu'il y en a eu d'autres pour le coup où tu creuses. Enfin, on peut prendre l'exemple de WeWork par exemple, quoi, ou de FTX. Mais c'est encore une fois là, c'est.
enfin je sais pas si c'est du mensonge, c'est de la négligence de certains acteurs. Mais bon, on va pas partir dans un autre débat. Avez-vous une dernière chose à dire à moi, à vous ou à ceux qui nous regardent dans quelques semaines? On espère qu'on aura un petit peu aiguisé votre curiosité sur le sujet. Donc, si vous avez écouté ce podcast ou vu ce podcast avec intérêt, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller vous essayer à ces différents usages, créer un avatar, s'abonner effectivement pour suivre la suite aux prochains épisodes, etc. Tout le monde de s'abonner à toutes nos actus. Les 74 précédents épisodes, hein, bravo. Et surtout aussi pour vous faire votre propre idée. De ce qu'est le Web3, ce qu'il a à offrir actuellement, comment on rentre dans le métaverse, quelles expériences on peut y faire, comment on s'exprime avec son avatar, comment on crée des nouvelles expériences entre des boutiques qui vendent des biens physiques et derrière des services ajoutés ou des expériences grâce aux NFT, etc. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Je vous l'ai dit en plus au début, je dis moi, je pose les questions. Donc, je peux vraiment faire le gars novice, mais en vrai, je suis assez novice. J'ai pas encore investi, mais j'ai échangé avec beaucoup de personnes de l'écosystème. C'était hyper intéressant. Merci parce que c'était mal parti au début, avec beaucoup de jargon que je ne comprenais pas forcément. Mais franchement, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que nos auditeurs aussi. J'espère que Douglas aussi derrière, avec une belle dédicace sur sa casquette. J'ai apprécié Douglas, merci. Il y a Ariane. Putain, et c'est à toi que je pose la question en plus. En plus. Il faut juste faire ta casquette et venir. Exactement. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit j'attends ta casquette. Bon, un grand merci à tous et la semaine pro pour un épisode audio et à dans je ne sais combien de temps pour un nouveau format vidéo. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci Yacine. Merci Rafi.